On va aborder les solutions actuelles, donc en termes de sécurité routière et de ce que peuvent apporter pour cette même sécurité routière les ADAS, en commençant par Philippe Chrétien du César, qui est délégué général donc, du Centre européen études, sécurité, analyse et risques, et qui accessoirement, de par son passé, représente aussi un autre constructeur automobile, à savoir PSA. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais tâcher de faire le lien entre les enjeux et les solutions. Donc, j'interviens d'abord en tant que représentant du DAS SUR, DAS, domaine d'activité stratégique, sur ces sécurités usagers de la route, donc de Moveo. Donc, je dirai un petit mot sur ce DAS tout à l'heure, et je vais reprendre les messages principaux du position paper que nous avons établi, qui concerne donc les ADAS et les véhicules autonomes, qui a été repris dans le cadre d'un article qui est paru dans Le Monde et vous avez dans votre dossier. Donc j'interviens aussi en tant que responsable donc, du César, et donc j'en profite pour vous présenter très rapidement cette association à but non lucratif qui a été créée en 1992 et dont la vocation est l'amélioration de la sécurité routière. Alors premièrement, historiquement, un hommage au Lab qui est en fait fait partie du GIE PSA Renault, qui a été un précurseur sur le domaine de l'accidentologie et de la sécurité routière. Et c'est à l'initiative en fait du Lab que le César a été créé en 1992. Donc sur cette courbe que vous avez vue tout à l'heure et que j'ai prolongée légèrement, je crois que le message a été passé par la prévention routière ce matin, par lequel on avait une dégradation depuis 2013, pardon, et c'est effectivement un point d'attention pour nous. Un point d'attention sur l'analyse technique des accidents. Donc, très rapidement, l'historique a commencé par la sécurité passive, puis on s'est intéressé à la sécurité active, aussi donc à la sécurité tertiaire. Donc, on parle de sécurité primaire, secondaire et tertiaire là, dans un ordre chronologique. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un point d'attention très important sur ce qui se passe avant, c'est-à-dire faire en sorte qu'une situation à risque, et on en vit tous les jours en conduisant, ne se traduise pas par une situation critique. Et lorsqu'on a donc un véhicule autonome, l'enjeu, il est de garantir, avec des niveaux d'exigence qui sont celles de la sûreté de fonctionnement, qu'une situation à risque ne va jamais se traduire par une situation critique. Donc le César a 3 domaines d'activité, donc accidentologie, comportement et biomécanique. Sur l'accidentologie, on peut intervenir par des recommandations vis-à-vis des 2 boucles d'amélioration de l'infrastructure et des véhicules. On est en fait beaucoup plus actif sur la partie véhicule pour des raisons historiques que vous avez compris, puisqu'en fait, le GIE PSA Renault est toujours notre premier client et représente maintenant à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Donc, vis-à-vis des constructeurs automobiles, nous avons des demandes d'études de leur part dans 2 domaines. Le premier domaine, donc, c'est les situations véhicules et les réactions des utilisateurs, donc tout ce qui est comportement, qui va venir alimenter chez eux la conception des systèmes d'aide à la conduite, donc les ADAS, Journey Driver Assistance, et la partie biomécanique des chocs, qui va servir à construire les systèmes de protection des usagers du véhicule. Donc, si l'amélioration n'est pas assez rapide, bien évidemment, il y a des démarches de type réglementation, des démarches de type sanction vis-à-vis des usagers. On essaye de promouvoir plutôt une démarche constructive qui est une démarche de normalisation, qui est une démarche aussi d'éducation en fait, des utilisateurs du véhicule. Et par ailleurs, en tant que laboratoire scientifique, on fait un certain nombre donc, de publications scientifiques et des conférences, dont des conférences internationales, notamment aux États-Unis, qui est très active dans le domaine de la biomécanique des chocs notamment. En ce qui concerne le DAS, donc j'ai dit domaine d'activité stratégique, le pilote, donc c'est Anne Guillaume qui est la directrice du lab, et vous avez un certain nombre de sociétés que vous reconnaissez ici qui sont membres de ce comité de pilotage. Sa mission principale, c'est de promouvoir des projets qui sont pertinents, pertinents en termes d'intérêt, pertinents en termes
de business plan et qui contribuent à la sécurité des usagers de la route. Une mission complémentaire récente, ça a été justement de prendre position sur les enjeux de sécurité des nouvelles technologies d'où le position paper que je vais vous présenter rapidement. Je reprends rapidement les différents messages, mais vous allez en reconnaître un certain nombre qui ont déjà été présentés ce matin. Premier message, dans les priorités actuelles, étendre la sécurité en amont, ce qui correspond au schéma que j'ai présenté tout à l'heure. Bien évidemment, sans oublier de maintenir les acquis du passé. Prévention des situations critiques, il faut être conscient que jamais on va former les conducteurs de véhicules au fonctionnement réflexe adapté. Ça se fait pour un pilote automobile. Tout le fonctionnement mode réflexe, en fait, on est obligé de le subir. Donc c'est bien, non pas seulement la prévention des accidents, mais la prévention des situations critiques qu'il faut réaliser. C'est bien ça l'enjeu. Ensuite, message suivant, il s'agit d'aider le conducteur. Et aider le conducteur sans le perturber, prendre en compte la situation dans laquelle il est. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le plan au niveau de l'IFSTAR, sur les limitations qu'on a dans ce domaine-là. Ce que l'on constate, donc, la partie ADAS et puis véhicules autonomes, c'est un domaine extrêmement fructueux en ce moment. Mais on peut se poser des questions sur certaines innovations en termes d'efficacité, de sécurité routière. En tous les cas, il faut bien évaluer les gains qui sont associés. La complexité, c'est tout simplement que dans cette boucle de réaction, contrairement à un simple système de freinage automatique, le conducteur va être dans la boucle. Et ça crée une complexité accrue et qui va être, par exemple, très délicate à aborder en termes de simulation ou de rejeu des situations accidentelles. Donc, l'assister sans le perturber, c'est aussi prendre en compte la dispersion des comportements humains. Et donc, cette dimension-là, elle est extrêmement délicate. Dispersion des comportements humains, ce n'est pas seulement la dispersion entre les personnes, mais la dispersion concernant, tout à l'heure, ça a été évoqué, son état de disponibilité, son état d'attention, sa capacité de réaction, qui peut être lié à un moment de stress, à de la fatigue. Ça peut être lié aussi à l'augmentation du pourcentage des personnes âgées parmi les conducteurs qu'on observe aujourd'hui, ce décalage de pyramide des âges, qui nous a beaucoup aidé à améliorer la situation accidentelle dans le passé, lorsqu'on avait beaucoup d'accidents, on avait beaucoup de jeunes conducteurs à l'époque, en proportion. On en a beaucoup moins maintenant, et la pyramide des âges continue de se décaler. Donc l'IHM, c'est l'interface homme-machine, c'est bien le point crucial. Le message a été passé ce matin par d'autres personnes, j'y reviens pas. Avec deux points importants. Donc, cette question de la distraction potentielle lors d'une situation à risque. Donc ça, c'est un fait qui doit être pris en compte. Et l'autre point qu'on a identifié comme particulièrement délicat, c'est les déviances d'usage des fonctions. L'usage des fonctions dans des conditions pour lesquelles elles n'ont pas été conçues. Et étant donné la diversité infinie des situations de conduite, on comprend qu'il y ait des risques. Donc finalement, sur une approche statistique, si on veut obtenir des gains en sécurité routière, c'est un équilibre qu'il faut qu'on trouve entre des effets qui vont être des leviers positifs, mais des effets qui, sur certaines populations, peuvent être des leviers qui vont dans l'autre sens. Il faut à tout prix faire en sorte que les leviers positifs soient beaucoup plus forts que les leviers qui pourraient être négatifs ou qui pourraient représenter des risques. Donc, ce qu'on en a préconisé au niveau du DASSUR, c'est donc de construire des standards qui soient pertinents en termes d'IHM, après les avoir confrontés à la réalité statistique des comportements humains, notamment par réalité virtuelle. Donc là, il y a un certain nombre de sociétés ici qui travaillent sur ces domaines-là, et il y a véritablement des choses à faire, non pas pour travailler sur des gros simulateurs qui coûtent une vingtaine de millions d'euros,
mais pour travailler sur de la simulation beaucoup plus légère qui permet justement de toucher des panels, hein, un grand nombre de personnes, donc des panels représentatifs des utilisateurs réels de ces systèmes. L'étape suivante, l'étape suivante qu'on appelle véhicule autonome et que je préférerais appeler véhicule à conduite déléguée, c'est une étape qui est délicate, puisqu'en fait, à partir du moment où on va avoir une délégation, l'automate va avoir à faire des arbitrages qui ne sont absolument pas évidents. Par exemple, lorsqu'il va se trouver confronté à un risque de percuter un animal sur la chaussée ou d'aller percuter un autre véhicule. Les arbitrages, c'est véritablement très très complexe. En ce qui concerne les situations de conduite, je pense que tout le monde est convaincu que dans un secteur où il n'y a plus que des véhicules autonomes bien conçus, les gains seront très significatifs. En fait, la situation qui nous attend dans les années à venir, et encore peut-être pour plusieurs dizaines d'années, c'est plutôt une situation en fait une situation mixte où les véhicules autonomes ou dits autonomes seront confrontés à des véhicules conventionnels. Par exemple, les deux roues motorisées ne seront jamais autonomes. Le point essentiel en termes de conception de la conduite déléguée, et on a voulu vraiment mettre un coup de flash là-dessus, c'est la reprise en main par le conducteur, puisque ces systèmes ont des limitations dans le cas d'une situation qu'ils ne savent plus gérer parce qu'elle est en dehors du domaine qui a été pris en compte pour la conception. Il faut pouvoir rendre la main au conducteur, et ça suppose de surveiller l'état du conducteur, et ça suppose tout un tas de stratégies, éventuellement pour le coacher, le relancer, etc. Donc ça a été, c'est tout à fait essentiel. Par nature, en fait, l'être humain, il est extrêmement efficace, bien entendu, mais il est aussi par nature faillible et dispersé. Donc en fait, on a un petit peu ces deux aspects ambivalents des capacités en fait de l'être humain. En tout état de cause, dans la conduite déléguée, c'est bien l'être humain qui est au centre même du concept de sécurité. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de véhicules qui sont commercialisés aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, où il n'y a pas ces éléments, ou pas des éléments suffisants en termes de surveillance en fait, du conducteur. Les transitions, eh bien, il faut il y a 4 points qui sont très importants. Le premier, il faut faire apparaître suffisamment tôt les informations, mais toujours de façon pertinente, parce que si ces alertes-là arrivent de façon non pertinente, évidemment, le conducteur, après, ça le gêne, et donc il s'en affranchit. Il y aura toujours une possibilité de supprimer ces automatismes. Deuxièmement, avant de reprendre la main, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut l'inciter à appréhender l'environnement avant de réagir. Ça, c'est très important, et l'expérience montre que ce n'est pas du tout naturel pour l'être humain. Ensuite, une certaine progressivité dans la reprise en main, mais il faut aussi que ce soit suffisamment franc, donc des compromis assez délicats. Et le risque étant d'introduire une réaction brutale, et en termes de dynamique véhicule, ce qui est le plus délicat, évidemment, c'est les réactions brutales au volant qui peuvent déstabiliser le véhicule. Donc, il faut concevoir les IHM autour de ces besoins-là, et c'est donc l'élément central qu'il faut prendre en compte. Donc, dès à présent, en fait, au-delà en fait, des approches classiques d'analyse des accidents, on a déjà commencé au César à faire de la simulation de gain, de l'évaluation de gain des ADAS avec des systèmes de freinage automatique, avec des approches paramétriques, où on va s'appuyer uniquement sur le modèle comportemental, donc sur un modèle extrêmement simplifié de l'ADAS, et confronter ce modèle comportemental à la réalité des accidents. Et de façon statistique, pouvoir identifier quels sont les paramètres qui sont d'ordre 1 en efficacité par rapport à l'accidentologie réelle. Voilà, donc j'ai terminé ma
ma présentation et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup.